Hello tout le monde et bienvenue sur Lunettes 3D, mon podcast où je parle de cinéma posément à vos côtés. Mon but à travers ce format, c'est d'explorer ma cinéphilie, mais aussi les différents métiers du 7e art pour qu'on les découvre ensemble. Je pense que vous l'avez remarqué, mais ce soir, on aborde un tout nouveau type de contenu dans un lieu atypique. On est au Jardin des Plantes, il fait beau et je suis pas toute seule. Manjou Diakité m'accompagne pour le son de cet épisode et on a l'honneur de recevoir David Kruger, un grand comédien de doublage français que vous avez déjà entendu sans aucun doute. Bonjour David. Bonjour. David, c'est la voix derrière des films qui ont bercé notre enfance. Je pense à Là-haut, Monstres et compagnie. Même, tu fais une voix dans le deuxième volet d'Arthur et les Minimoys, aux côtés de Gérard Darmon, Omar Sy, et j'en passe. J'avais oublié. T'avais oublié, je te le rappelle. Tu nous accompagnes plus grand en doublant notamment des acteurs comme Dwayne Johnson et Chris Pratt. Ouais. Et tu fais plein d'autres choses dont on va parler un peu plus tard. Donc c'est un plaisir d'être avec toi ce soir. Tout à fait, plaisir partagé, merci. Avec plaisir. Donc pour commencer par le commencement, tu es le fils d'Anne Rochant qui aussi était comédienne de doublage. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc Anne Rochant, on la connaît dans des voix secondaires dans Les Mystérieuses Cités d'Or, Desperate Housewives, j'ai même vu Young Sheldon, donc c'est un peu impressionnant. Voilà, ma maman a arrêté son activité il y a 2 ans, mais elle a fait plein de trucs pendant plus de 50 ans. Elle joue aussi la mère de l'héroïne dans Titanic. Oui, voilà. Ouais, elle a fait plein de trucs. Voilà. Et est-ce que c'est elle qui t'a fait découvrir ce panel de métiers? Comment t'es tombée dedans en fait? Alors je suis tombé dedans parce que donc ma maman est comédienne depuis toujours, que mon papa était comédien et qu'il a été metteur en scène d'opéra après pendant 35 ans, 40 ans. Et que donc quand je suis né en 1968, il y a 57 ans, ça dit mon âge, j'ai fait mes premiers pas sur un très 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 grand théâtre parisien qui s'appelle le Théâtre National Populaire, le TNP, qui est à Chaillot, au Trocadéro. Et véritablement, j'ai fait mes vrais premiers pas de bibou sur une scène. Voilà, donc j'ai toujours baigné dans ce milieu, j'ai toujours été ce qu'on appelle un enfant de la balle. J'ai vu tous les spectacles de mon père depuis tout petit, tous les opéras, tout ça. Mais en vérité, c'est pas du tout ce que je voulais faire quand j'avais 13-14 ans. Je voulais faire de la photographie. Pour je ne sais quelle raison, très certainement psychanalytique, faudrait que j'en parle à un psy, j'ai décidé d'embrasser le métier de comédien. Et j'ai pris des cours d'art dramatique. Et puis après, j'ai commencé à jouer au théâtre, etc. Et ma maman étant comédienne, et sachant les difficultés du métier de comédien et le fait que on gagne pas forcément beaucoup d'argent au théâtre, que c'est difficile de tourner, que blablabla, et elle-même faisant du doublage, m'a donné un coup de main, ce qu'on appelle communément un petit piston. Okay. C'est-à-dire qu'elle m'a présenté à des gens, je suis allé avec elle en studio. Et puis voilà, j'ai commencé par des mini-phrases, par des ambiances, voilà, vraiment la base. Et puis de fil en aiguille, j'en ai fait de plus en plus, les gens m'ont rappelé et puis voilà. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que tu peux nous raconter une de tes premières expériences de doublage? Alors, je me souviens parfaitement de la date, c'était le 20 février 1987, mais alors te dire ce sur quoi j'ai travaillé, alors là... T'avais quel âge? 87, je suis né en 68, j'avais 19 ans. Tu te souviens même pas de ce que ça t'a procuré comme émotion ou... Alors si, ça je m'en souviens. Je m'en souviens parce que le doublage est un exercice très particulier, très compliqué, très technique. D'abord, j'ai rencontré, sur ces premiers studios que j'ai faits, j'ai rencontré des gens dont j'entendais la voix, moi, depuis très longtemps. Donc, j'étais très impressionné de retrouver des voix comme celle de Starsky et Hutch ou d'autres grosses séries. Oh là là, et c'était très impressionnant. J'étais minot, 19 ans, t'es un bibou, quoi. T'es un bébé. Trac, j'avais peur, j'ai bafouillé tout ce que j'ai pu. Et j'ai mis facilement 1 an et demi, voire 2 ans à apprécier et à comprendre la technique. Et pour une raison toute bête, et à chaque fois que je m'écoutais, ma voix m'insupportait. Ouais, c'est vrai, comme des acteurs qui veulent pas se voir à l'écran ou... Et on est nombreux comme ça. Tu demandes aux gens, on est nombreux comme ça. Tu demandes à n'importe quelle personne, est-ce que t'aimes ta voix? Les gens, ils vont dire, ah non, je déteste. Oui, c'est vrai. Ah, je déteste. Ouais. Donc forcément, comme je n'appréciais pas ma voix, je n'accédais pas à la technique. Forcément, j'avais un blocage. Et donc j'ai commencé un peu à m'amuser en faisant mon travail, à apprécier ce que je faisais,
Et puis c'est devenu entre guillemets un peu plus facile. Puis avec les années, voilà, ça s'est encore plus facilité. Enfin voilà. Mais au début, ça a été dur. Et la technique dont tu parles, elle se base sur quoi du coup ? La technique, c'est-à-dire que, je ne sais pas si les gens savent comment ça se passe, on a une image qui est synchronisée avec un texte sur ce qu'on appelle une bande rythmo, c'est une bande blanche qui passe en dessous le film et qui se déroule en même temps que le film. Et on a les noms des personnages avec la phrase qui est elle-même synchronisée, écrite, traduite, adaptée, tout ça. Donc voilà, la technique, c'est d'arriver d'abord à très très vite, parce que quand on écoute une scène, on l'écoute en général qu'une fois, sauf si c'est une scène un peu difficile. Donc c'est entendre la scène, voir ce qui se joue, dans quel sentiment est le personnage qu'on va doubler, voir les mouvements de bouche, quand il parle plus doucement, parle fort, comment il respire, s'il respire bouche fermée, bouche ouverte. Enfin, c'est tout. D'abord, on a vraiment ces 30 secondes pour voir comment ça se passe en anglais, et en même temps qu'on écoute l'original, on lit le texte en français. Donc il y a déjà cette première technique de visualiser la scène, de voir ce qui s'y passe, de voir toutes les petites failles, les petits trucs à faire et qui sont spécifiques à la scène, et en même temps de lire le texte. Et une fois qu'on a fait ça, la scène peut durer 15, 20 secondes, 30 secondes. Hop, on revient au début et on enregistre. Donc il faut être vraiment à l'affût. Donc il faut être hyper rapide, tout voir dans la scène, tout ce qui se passe, les appuis, les silences, etc., comment c'est interprété, et il faut rejouer ça et reproduire ça. Donc c'est une technique très compliquée. C'est ça, ok. Donc en fait, ça dure très peu de temps, des sessions d'enregistrement. C'est très très rapide. Ça dépend. Si tu as un gros rôle avec plein de scènes et plein de textes, ça peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours quand on est sur un long métrage, parce qu'on prend plus de temps pour faire un long métrage que pour faire une série ou un téléfilm, par exemple. Et du coup, quand on regarde un film, on n'entend que ta voix, mais vu que ton instrument, c'est ton corps, je me doute qu'il y a aussi un travail... ton corps, il doit aussi porter d'une certaine façon ta voix, parce que quand on regarde des vidéos de comédiens de doublage, tu les vois toujours bouger des mains, faire des gestes pour encourager leur voix. On n'a pas beaucoup d'opportunités de bouger en fait, parce qu'on a une barre qui nous empêche d'avancer pour qu'on ne se rapproche pas trop près du micro. Le micro est plus ou moins à distance d'1 mètre par rapport à notre visage et notre bouche, et il est assez directionnel, donc on a vraiment 10 cm² pour bouger, donc on ne peut pas faire de gros mouvements. Donc on s'aide un petit peu avec les épaules, on s'aide un petit peu avec les bras, avec les mains, mais il ne faut pas trop bouger, parce que si jamais il y a un bruit de tissu, on doit reprendre la scène ou la phrase. Ça aussi, ça fait partie de la technique et de la pratique qui n'est pas forcément évidente. Ok. Voilà. Et voilà. Et justement, tu chantes aussi. Et j'ai vu que dans Réponse, tu fais le personnage de la main froide. Donc c'est le grand show avec un crochet pour ceux qui n'ont pas l'image en tête. Voilà, c'est ça. Des pirates, je crois, et tu chantes du coup dans la chanson Moi j'ai un rêve, qui est super connue, dans la taverne du Canard Boiteux. Et tu travailles en tandem avec Philippe Dumont, qui lui, il fait la voix parlée. Donc en quoi tu distingues ces Alors, j'aurais aspects ? adoré faire la voix parlée. En fait, ce qui a dû se passer, c'est qu'ils ont pris Philippe pour la voix parlée. Et ils ont dû demander à Philippe, tiens, est-ce que tu peux chanter ça, machin. Et peut-être, parce que j'ai pas le fin de l'histoire, donc je vais dire peut-être des bêtises, mais peut-être que Philippe a dit, ah non, je sais pas chanter, ou j'ai pas envie de le faire, enfin, j'en sais rien. Voilà. Et donc, ils ont cherché quelqu'un qui pouvait se rapprocher vocalement, en chantant, de la voix de Philippe. Et donc je suis arrivé et on m'a dit voilà, tu vas faire la chanson du pirate. Là je fais génial. Et puis dans ma tête je me suis dit il parle peut-être. Et on m'a dit c'est Philippe Dumont qui fait la voix parlée, etc. Très bien, bon voilà. Donc j'ai fait que la chanson. Ok. Et du coup, en quoi ça change de parler, du coup, de chanter pour doubler un personnage? C'est a priori, on dit que le chant est une extension de la voix parlée, donc voilà. Je suis assez proche de cette idée-là, de ce concept-là. Sauf que là, pour le coup, le pirate, il a une voix beaucoup plus cassée que la mienne. Donc j'ai dû trafiquer moi-même ma voix. Et comment t'as fait, du coup ? J'ai fait, je me souviens plus des paroles. Je suis méchant, vilain, malin. La guerre est mon quotidien. Voilà. C'est génial. Donc en fait, je travaille là-dessus. Mais en jeu vidéo, je le fais aussi. J'ai fait beaucoup de zombies dans les jeux vidéo et beaucoup de jeux. J'ai fait des dessins animés pour les tout petits où je faisais. Est-ce que tu connais Mani et ses outils ?
Ben oui, bien sûr. Tu connais? Ouais, parce que j'ai une petite sœur. D'accord. Ouais, Donc ouais. Mani, ces outils, tu connais. Mhm. Donc il y a plein de tous les outils qui parlent. On Ouais. est d'accord. Alors, moi, je fais 2 outils. Ok. Je Tu fais lesquels? je fais Cruci, le tournevis cruciforme, qui D'accord. parle comme ça. Oh Mani, on va aller voir Madame le maire. Ok. Et je fais le marteau. Ok. Marty. Je suis un marteau. Il parle avec une Ok. voix comme ça, un Qui petit vient peu. plus du Voilà, nez. Ok. tu vois Oui, parce qu'en fait, quand j'ai fait les essais pour ces 2 personnages-là, quand j'ai vu le marteau qui avait ce nez écrasé, c'est un marteau à l'américaine, tu sais, avec un crochet, hein. Ouais, oui, bien sûr. Ok, je vois. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je vais le faire parler du nez parce qu'il a Il a le nez écrasé, donc... voilà. Et donc, je me suis amusé à faire ça Ouais. pour les essais. Et en fait, on m'a dit, bah, t'as été pris. Bah, j'ai fait, bah, génial. La raison phare pour laquelle je t'ai contacté de prime abord, c'est parce que Oui. tu doubles du Oui. coup le personnage de Star-Lord, Peter Quill dans Les Gardiens de la Galaxie. Et vu que moi, c'est ma direction artistique de mon podcast, que je réutilise Génial. les images de la cassette et tout, je trouvais ça super de te contacter, parce que c'est un super film en plus. Et je suis content parce que c'est que des musiques des années 60-70. Donc, c'est bien ce retour en arrière. C'est sûr. C'est vraiment Ouais. des grands noms en plus. Comment est-ce que tu as construit la voix française Ouais. de ce perso, ce héros un peu sarcastique, déconstruit, présenté par Chris Pratt? Alors, j'ai passé les essais. La première fois que j'ai rencontré, si je puis dire, Chris Pratt, c'était sur les essais des Gardiens. Et en fait, le jour où je suis venu, pour la petite histoire, j'étais venu passer des essais sur Rocket. Ok, d'accord. Ok, donc pas la même chose. Et en sortant du studio, le directeur artistique me fait attends 2 secondes, attends viens, je vais quand même t'essayer sur le rôle là. Et il savait pas du tout de quoi Ouais, il ouais, s'agissait. Il regardait ses fiches. Moi je connaissais pas du tout l'univers du tout. C'est pas mon voilà. Il regarde, il me fait alors il s'appelle Peter Quill, il a un surnom, c'est Star-Lord. Enfin, bon, on va voir la scène et puis tu vas le faire. Etc. Donc je fais les essais sur Star-Lord et je vois Ok, bien ok. tout de suite dans la scène que c'est un personnage un peu rigolo. Et puis Chris Pratt, il a toujours l'œil qui frise et on a l'impression qu'il va rigoler à chaque phrase qu'il dit. Ouais, c'est ça. C'est un marrant. C'est vraiment un marrant. Il a une façon de jouer un petit peu rigolote Malicieux toujours. un peu, ouais. Donc voilà, et moi ce que j'aime faire dans ce métier, c'est, mais je le fais naturellement, c'est-à-dire je ne cherche pas à le faire, c'est comme ça, c'est de me rapprocher le plus possible de la voix que j'entends. Donc si la voix est grave, instinctivement ma voix va baisser dans les graves. Et si la voix est plus aiguë, je vais aller dans les aigus, je vais machin. Donc j'ai écouté la voix j'ai regardé la scène enregistrée pour les essais. Ok, ouais. Il y avait 4, 5, 6 phrases. Donc j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de Chris Pratt. Voilà. J'ai rien fait d'autre quoi que mon métier. J'ai fait un essai. Et puis je me suis dit, bon, bah, on verra bien si je suis pris pour l'un ou l'autre rôle. Et 3 semaines, 15 jours, 3 semaines plus tard, j'ai eu la réponse. Tu es pris pour le rôle de Star-Lord, machin. Et puis quand je voyais bien aux essais, vu la qualité de l'image, je me disais, c'est un gros blockbuster, ça va être cartonné. Ouais. Et quand on a fait le film, j'ai fait, C'est ah son- ouais, je suis bah content ouais. de faire ça. Quoi. Ouais. Voilà. Et alors, pour l'anecdote, une autre, c'est que 1 an plus tard exactement, une directrice artistique m'appelle et me dit Ok. David, est-ce que tu peux venir passer un essai s'il te plaît avec moi? C'est pour un comédien que tu as déjà doublé, mais ils veulent des essais. Bon, elle m'en dit pas plus. J'arrive en studio et elle me passe le film annonce. C'était Chris Pratt pour Jurassic World. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, je veux à tout prix conserver Chris Pratt. Ouais, Je veux le conserver. t'y es attaché, Ah ouais. mais, bah oui, et puis je me suis dit, voilà, le mec il fait d'un côté les Gardiens, Oui. là il fait Jurassic Ouais. World, c'est 2 gros blockbusters, Mm. donc le type il a une carrière qui va devant lui, qui C'est est machin. sûr, ouais. Donc j'ai dit à la directrice artistique, je lui ai dit, écoute, c'est pas difficile, on va enregistrer phrase par phrase, Mhm. et je vais écouter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il le faut, chaque phrase, Ok. et juste derrière, j'enregistre. Et donc je faisais attention absolument à tout, la moindre virgule, Mhm. la moindre intonation, la moindre... Vraiment. Ouais, Et puis 3 semaines après, pareil, elle m'a appelé en me disant, bah t'as été retenu. Je fais, ah. Et génial. honnêtement, j'étais très content. Ok. Donc c'est pas parce que je l'avais doublé dans Les Gardiens que je pouvais le conserver sur Jurassic. Donc ça a été un Oui, challenge ok, pour moi, ouais. vraiment. Puis en plus, j'ai vu Chris Pratt est encore dans un film Netflix qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appelle The Electric State, je crois. Oui, ah ouais, c'était génial. Ça s'est fait d'ailleurs dans le même studio que Jurassic. T'en as un peu parlé tout à l'heure, tu fais aussi des voix dans des jeux vidéo. Oui. Donc par exemple dans The Witcher 3, dans Dragon Age. Est-ce que Oui. le process il change par rapport à un acteur en chair et C'est en pas la os? même technique. Tu peux nous en parler?
Oui, la technique est différente. On travaille avec 2 écrans. Sur un écran, il y a les formes d'ondes, Ok. phrase par phrase du personnage. Et au-dessus, on a un tableur Excel avec les phrases qui ont été adaptées, etc. Et Ok. on a donc une forme d'onde qui peut, je dis une bêtise, qui peut durer 6 secondes. Donc on entend l'anglais qui fait Where's your way to go, where's your way to go, Ok. pendant 6 secondes. Ouais. Et en même temps, on lit le texte dans notre tête, comme ça, on lit le texte en français qui a été adapté et traduit, tout ça. On revient pareil au début de la forme d'onde et après on enregistre. Et le rôle là, la technique, c'est de bien évidemment interpréter de la même manière que ce qui a été fait en original, mais surtout de rester dans le même timing Ok, ouais. que la forme d'onde, qui change totalement. Il n'y a pas de bande rythmo, il n'y a pas d'image, sauf quand on fait des cinématiques. Ok. Et justement, pour parler du coup des personnages qui t'ont marqué, j'ai remarqué dans une vidéo que tu as fait avec Donald Oui. Renew il n'y a pas très longtemps, tu expliques que tu as un grand affect avec le perso Oui. dans Halo Oui. de Master Chief. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cet attachement du coup? Alors, il y a plein de personnages qui sont importants comme ça que je double. Dans League of Legends, il y a Darius. Dans Mortal Kombat, il y a Scorpion. Dans Destiny, il y a Zavala. Et depuis 23 ans, effectivement, il y a John, le Spartan 117 dans Halo. Je peux pas t'expliquer. Si, je peux expliquer, mais... c'est vrai, comme je l'ai dit chez Donald, j'en parle toujours, mais comme lui aussi il me l'a dit avec Spider-Man, c'est pareil. Ouais, bien sûr. Il a le même affect. John, j'aime ce personnage. Ouais. En plus, il m'a apporté plein de choses dans ma vie. Ça a changé aussi une certaine vision qu'avaient les gens qui m'engageaient sur les rôles que je pouvais faire. Parce que pendant des années, je faisais les méchants, les voyous, Ok. parce que j'ai une voix un peu cassée, un peu grave, machin. Et là, tout à coup, ils se sont dit, ouais, d'accord, c'est un personnage sombre, sous une carapace, mais il y a une humanité derrière absolument fabuleuse. Et l'humanité de John a fait que moi, ça m'a changé Ouais. dans mon comportement de tous les jours. Je crois que John m'a calmé, je suis devenu moins agressif. Vraiment, Ouais, j'avais ok. un truc en moi qui faisait que j'étais un peu... j'avais une certaine agression de vie, etc. Et John m'a beaucoup calmé. Ok. Et le fait que je me calme et que les gens soient au courant de ce personnage, je crois que ça a joué, consciemment ou non, ça a joué sur le fait qu'on m'a proposé d'autres choses. Donc tout à coup, j'ai joué des personnages rigolos, j'ai joué des personnages des papas, jusqu'à Very Bad Trip, par exemple. Ça a vraiment chamboulé beaucoup de choses. Vraiment, c'est un personnage qui est très proche de moi, que j'aime beaucoup, et j'en parle, c'est vrai, comme d'un pote, quoi. Ouais, vrai. c'est super, ouais. Ouais. C'est hyper touchant. Et un autre aspect de ta carrière aussi Ouais. de comédien, j'ai vu que récemment, tu as tourné un court-métrage pour le Nikon Festival qui s'appelle L'Ampoule de Julien Sens. Oui, Où, c'est mon voisin, Jean. Ok, Son frère, Jean, c'est mon voisin. ok. Et en fait, là, du coup, pour le coup, tu joues en chair et en os, ta Oui, voix est associée à ton oui, corps. oui. Et c'était comment cette expérience, du coup, de court-métrage Bah, c'est génial, mais j'ai tourné pas mal dans ma vie. Donc voilà, mais c'était chouette, surtout qu'encore une fois, c'était avec un voisin qui est un copain. Et donc quand il m'a dit, ouais, on va faire tel concours, tel machin, tout ça, je dis, ouais, génial. Voilà. Et sinon, du coup, pour revenir un peu sur ce que tu as mentionné au début, tu parlais de ta passion de la photographie. Ouais, Quand j'ai regardé ton Instagram pour préparer l'interview, j'ai vu que tu faisais beaucoup de photos en noir et blanc. ouais. Pourquoi tu as développé ce regard comment t'es venue cette passion de la photo Je voulais faire de la photographie, je voulais passer mon bac comme tout le monde. Et puis ensuite, je voulais... mon ambition à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, c'était de faire l'école des langues orientales après le bac et d'apprendre, en plus parce que j'ai fait un bac littéraire avec des langues qui étaient anglais, espagnol, russe, et en plus de l'anglais, de l'espagnol et un tout petit peu de russe, j'ai pas frimé, je parlais pas russe, je voulais apprendre dans cette école des langues orientales, je voulais apprendre le chinois et l'arabe. Et je me suis dit, avec toutes ces langues, je vais pouvoir parcourir le monde et aller faire ce que j'aime faire encore aujourd'hui en photo, c'est-à-dire photographier les humains, les gens, dans leur milieu naturel, j'ai envie de dire, en tout cas chez eux, dans tous les pays du monde, avec leurs activités, et photographier l'humanité dans ce monde. C'était ce que je voulais faire quand j'avais 14-15 ans. Et puis, vers 27-28 ans, mais vraiment arrêté totalement. Pour je ne sais pas quelle raison, c'est sorti de ma vie. Pour mes 40 ans, tous mes copains m'ont offert un appareil, et là, j'ai replongé dedans. Et depuis 17 ans, je fais de la photo beaucoup. Et puis,
j'affine mon regard, enfin à force de travailler, comme n'importe quelle personne qui travaille, on progresse, on trouve ce qu'on a véritablement envie de faire, de photographier en l'occurrence. Voilà, bon, j'ai toujours mon appareil photo. Alors, étrangement, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais normalement, j'ai toujours mon appareil photo sur moi. Et tu prends un peu tout en photo du coup? Voilà, j'aime bien prendre les univers, j'aime bien choper des instants de vie, j'aime bien mettre en évidence la petitesse des gens par rapport à la grandeur de l'univers ou la grandeur d'un bâtiment, etc. Donc j'ai beaucoup d'images, on voit les gens assez petits, puis il y a un immense truc au-dessus d'eux. Voilà, Ouais. j'aime les gens, j'aime l'humanité, j'aime les humains, donc c'est eux que j'ai envie de photographier, quoi. Voilà. Et pourquoi le noir et blanc du coup plus récemment? J'ai fait de la photo couleur. Alors certains pourraient dire que c'est une question de facilité, peut-être. Je gère mal la couleur. Alors, peut-être que j'ai pas assez travaillé, peut-être que je m'y suis pas suffisamment intéressé. J'aime bien les nuances de gris, j'aime bien tout ça, et j'aime la profondeur du noir et blanc. J'aime son universalité, c'est-à-dire que tout peut être pris en noir et blanc. Les couleurs du monde sont différentes selon les mondes ou les régions où on va. Et là, en noir et blanc, il y a une espèce d'unité du monde. Et je trouve ça beau d'unifier les humains. Voilà, comme ça, il n'y a pas de différence. Enfin, il y a de la différence, mais je ne sais pas comment expliquer ça. C'est très étrange parce qu'on ne m'a pas vraiment posé la question pourquoi le noir et blanc. Oui, je crois que j'y trouve une vraie profondeur, en fait. Voilà. En concert, quand j'ai fait pas mal de photos de concert ces dernières années, les dernières photos de concert que j'ai faites, c'était en noir et blanc. Ah, c'est trop cool. Puis on est dans une ère qui bouge énormément, où il y a plein de changements. Et j'aimerais finir là-dessus. Il y a bien sûr la montée de l'intelligence artificielle. Et donc pour ton métier de comédien, dans le doublage, mais aussi dans plein d'autres champs, c'est vu comme une menace un peu de votre originalité et de votre voix, tout simplement. Et j'ai vu que il y a une pétition qui circule que tu as mise en avant qui s'appelle Touche pas ma VF. Voilà, exactement. Où maintenant on est à 227 000 signatures. Ouais. Est-ce que tu as envie d'en parler, de ton point de vue sur l'IA Ah bah oui, je peux en parler. Comme disait Donald Renew dans une interview qu'il a faite, je crois qu'il a été un des premiers à alerter il y a quelques années sur ce qui allait advenir. Et maintenant, c'est à notre porte. En tout cas, notre métier a été un des premiers à soulever le truc en disant attention, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, c'est vrai. Sauf que ton métier est concerné, le métier de Moujo est concerné, le métier de monteur, d'étalonneur, même de vidéaste, de cinéaste, mais aussi des métiers, j'allais dire, un peu plus lambda, qui ne sont pas artistiques. Je connais 2-3 avocats, des amis à moi, qui, pour faire leur compte-rendu, etc., utilisent une IA, ChatGPT ou je ne sais quoi, et ils ont le résumé du truc en 30 secondes. Alors après, ils corrigent, ils prennent 2 heures, 3 heures pour corriger, sauf que au lieu d'écrire tout eux-mêmes et que ça leur prenne 3, 4, 5 jours, ça leur prend 1 minute, 30 secondes, et ça leur fait gagner un temps. Le progrès, ça peut être bien. Et bien évidemment, il y a des conséquences au progrès. Quand on a inventé les voitures, forcément, toutes les charrettes avec les chevaux, tous les palefreniers, tous les gens qui voilà, il y a des métiers qui sont morts. Ouais, c'est vrai. Ça en a ouvert d'autres, puisqu'il a fallu faire des usines, il a fallu avoir des créateurs, des concepteurs de voitures, de machins. Donc ça a ouvert d'autres métiers. Et très certainement que l'IA va amener une ouverture d'autres métiers. Mais tous les progrès ne sont pas bons, et en tout cas, il faut être vigilant au niveau de certains progrès, particulièrement l'IA. Toi, par exemple, quand un médecin te dit « je suis désolé, mademoiselle, mais votre cancer progresse », on peut estimer que ce n'est pas une progression qui ne soit pas très réjouissante. Tu es d'accord ? Voilà. Donc, quelquefois, il vaut mieux le régret. Il vaut mieux régresser. C'est une gangrène, en fait, pour moi, l'IA. Et à force d'en parler, c'est une gangrène, c'est un cancer. C'est vrai. Et à un moment donné, je pense, je peux me tromper, mais qu'il faut être suffisamment vigilant pour dire, pour certaines professions, non, on ne transige pas.
Parce que si tu laisses un petit bout de ton doigt se gangréner ou que tu laisses des métastases dans un corps, ben, bon, à un moment donné, les métastases vont bouffer ton corps. Donc, si on ne coupe pas tout de suite, qu'on n'enlève pas la tumeur tout de suite et qu'on n'enlève pas la... Tu vois, ben, à un moment donné, la tumeur, elle progresse. Et donc, de mon point de vue, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de contrôle, qu'il n'y a pas de vraie législation là-dessus, que c'est pas, tu vois, encadré, etc., je pense qu'on est face à quelque chose qui peut faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Voilà. Surtout si elle est générative, etc. Parce que dans mon portable et dans le tien, il y en a plein des IA. Donc j'utilise moi-même de l'IA, bien évidemment. Mais jusqu'à présent, un téléphone n'a pas pris mon boulot. Tu vois, il n'a pas pris le boulot d'un ingénieur du son comme Ojo. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment donné, voilà. Je sais pas. Les nouvelles générations, moi, tu vois, j'ai une fille qui va avoir 11 mois. Elle est née il y a 1 an quasiment, à l'époque de l'IA. Donc, tu vois, toi, tu es né à l'époque de la sortie des vraiment premiers gros téléphones intelligents, machin. Moi, ma génération, quand j'avais 20 ans, a connu les CD. Tu vois, alors avant, on avait voilà. Il y a les CD, les DVD. Avant, on avait des grosses VHS, machin, énormes. J'espère vraiment, c'est la pétition dont tu parlais tout à l'heure, voilà, elle a été relayée un nombre de fois incalculable à notre ministre de la Culture. J'ai pas l'impression, bon, je suis pas au fait de tout, hein, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit très concernée. Voilà, j'ai pas l'impression. Après, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression. Et je pense que le progrès humain, et je finirai là-dessus, est plus important que le progrès technologique. Et que si on revenait à plus d'humanité et de rapport entre les humains, je pense que le monde irait un petit peu mieux. Je crois, il me semble. Voilà. Tu crois. Bah écoute, merci beaucoup merci d'avoir pris le temps de répondre. Bah oui. Merci Manjou. Il est derrière, mais il fera la plupart du travail après. Bon, mais merci beaucoup en tout cas. C'était très chouette de t'avoir. C'était très chouette, merci. Et puis moi je reprendrai mes lunettes 3D pour parler d'une prochaine chose le mois prochain. Donc merci beaucoup David. À bientôt. À bientôt. Ciao.